J'ai envie de vous demander, parce qu'il y a quand même maintenant pas mal de gens qui n'ont pas connu la période Ayrton Senna en Formule 1, pourquoi est-ce que c'est un personnage aussi mythique? Après, on parlera de votre roman, mais déjà peut-être le personnage, pourquoi est-ce qu'il est mythique? Est-ce que c'est simplement parce qu'il s'est tué en course et que, alors malheureusement, c'est pas le dernier, mais que ça participe à son personnage? Bien sûr, c'est un peu le cas aussi pour Jim Clark, pour François Sauvert, pour Ayrton Senna, mais Ayrton Senna, ça allait un peu au-delà parce que la personnalité de Senna faisait que de son vivant, bien sûr, il était tout à fait fascinant, pas seulement pour la façon dont il pilotait, la façon dont il s'engageait dans le combat quand il était derrière un volant, il était tout aussi intéressant en dehors de la voiture que dans qu'à le voir en action sur la piste. Donc je pense que tout ça fait que c'était un personnage vraiment très à part. Il y avait une petite part de mystère aussi. Il était d'une grande sensibilité. On l'a souvent vu pleurer, ce qui est assez paradoxal pour un pilote de F1. On les voit, c'est des costauds, des types durs au mal, etc. Mais lui était aussi dur au mal derrière le volant qu'il pouvait être très sensible, émotif même, en dehors de la voiture. Certains de ses adversaires, d'ailleurs, ont essayé de se servir de cette émotivité. Bon, ça marchait pas toujours parce que, encore une fois, dans la voiture, c'était presque un autre personnage. Et vous avez souligné le fait, évidemment, mourir au sommet de sa gloire, en mondovision, ce qui n'a pas été le cas de d'autres pilotes, vraiment en direct malheureusement. Oui, tout ça participe à l'image qu'on a encore de lui. Mais alors, quand il rencontre son destin tragique le 1er mai 1994 à Imola, ça fait déjà plusieurs années qu'il est plus populaire que Pelé au Brésil. C'est la star numéro un du sport. Il a une dimension exceptionnelle. Expliquez-nous un petit peu comment est-ce que le Brésil s'était pris de lui, comment est-ce qu'il a représenté à ce point une fierté pour tout un peuple. Je ne suis pas un grand spécialiste du football, mais je crois me souvenir qu'à cette époque, la sélection, l'équipe du Brésil n'était pas aussi resplendissante qu'elle l'avait été. Vous avez cité à l'époque de Pelé, évidemment, mais aussi un petit peu après. Et puis qu'elle est redevenue aussi un petit peu après. La seule raison d'être fier et d'être brésilien et d'avoir un petit peu de réconfort les dimanches au Brésil, qui était souvent le matin avec le décalage horaire, c'était les victoires de Senna. Et Ayrton ne manquait jamais l'occasion de rappeler qu'il était brésilien, de montrer qu'il était brésilien, de faire des tours même d'honneur, même si c'était interdit par Jean-Marie Ballès, le président de la fédération, des tours d'honneur avec le drapeau brésilien, d'évidemment de l'avoir sur le podium. Il était évidemment très fier d'être brésilien, très fier avant tout d'être paulista de Sao Paulo, donc plus que de Rio, mais c'est tout un pays qui l'adulait évidemment. Le personnage qui faisait gagner le Brésil dans le monde entier. Et assez souvent, les victoires de l'équipe du Brésil, ça pouvait être en Coupe du Monde ou de manière plus ponctuelle. Donc Oui. je pense que tous les 15 jours, il y avait une raison. Bah, il gagnait pas tous les 15 jours, évidemment, mais on parlait de lui et il était la fierté du pays. Oui. Il y a aussi une part supplémentaire à la légende, le mystère autour de la cause réelle de l'accident qui l'a emmené à filer tout droit dans le mur à Tamburello au début du Grand Prix de Saint-Marin. Quelle est aujourd'hui la thèse la plus solide pour expliquer ce qui lui est arrivé? On a parlé d'une rupture de la colonne de direction. Damon Hill parlait beaucoup de cette voiture qui était assez rétive, assez instable du train arrière, qui tressautait, qui passait mal les bosses. Est-ce que c'est une combinaison de plusieurs choses? Dans votre livre, vous relatez les accidents de Berger, d'Alboreto, de Piquet, dans cette fameuse courbe de Tamburello où le bitume était très imparfait et qui avait déjà piégé donc, ces trois pilotes pour différentes raisons, mais pour un résultat, un crash vraiment contre le mur. Qu'est-ce qui en ressort aujourd'hui finalement parmi toutes les rumeurs, les fantasmes autour de ça?
Bon, en fait, bon, il est évident que c'est une casse mécanique. À 90%, on incrimine la colonne de direction qui avait été modifiée, il faut le rappeler, un petit peu en urgence parce que Ayrton était mal installé dans la voiture. C'est vrai que la courbe de Tamburello à l'époque était une grande courbe très très rapide avec un revêtement à la corde qui était inégal, vous l'avez rappelé. Il faut se souvenir que les voitures avaient fait plusieurs tours au ralenti, mais vraiment au ralenti, parce que il y avait une safety, enfin une voiture de sécurité qui n'était pas celle qu'on connaît aujourd'hui, qui n'était pas du tout rapide, et donc les voitures roulaient à une vitesse incongrue pour des Formule 1. Donc on a incriminé aussi alors la pression des pneus, donc la voiture était peut-être trop basse, il y avait une bosse. Est-ce que la violence du choc sur la bosse a provoqué cette casse de la colonne de direction? En tous les cas, les relevés télémétriques laissent montrer qu'il y a eu une perte d'hydraulique totale au niveau de la direction juste avant l'impact. Donc ça n'est pas l'impact qui a cassé la direction, parce qu'on a pu se poser des questions après, etc. Donc je vous avoue que sur l'enquête et sur les raisons propres de l'accident, je m'y suis intéressé comme ça parce qu'il le fallait pour le journal dans lequel j'étais à l'époque, Libération. Mais pour moi, le résultat, enfin la cause, voilà, ça m'importait peu. Le résultat, c'est qu'Ayrton n'était plus là, quoi. Et que, en tous les cas, c'était pas de sa faute et c'était pas une faute de pilotage qui l'avait amené à sortir de la piste à cet endroit-là, quoi.